Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Rebonjour, bienvenue à Pas d'excuses. Robert, comment ça va? Geneviève, ça va super bien. Puis encore une fois, j'ai répondu étonnant. Merci. Merci à toi. Je m'emmenais sur la route ce matin à dire, my God, on va préparer un autre podcast. Ça va être intéressant avec Normand, tout ça. Je suis privilégié, puis ça, je veux pas prendre ça pour acquis. Fait que merci de faire partie de cet univers avec moi, ensemble, à créer ces beaux moments. Et je veux prendre quelques minutes pour saluer notre auditoire qui est de plus en plus gros, on va dire ça comme ça. Les gens sont nombreux, beaucoup de commentaires, des Chantal, des Maryse, un Yannick qui m'a écrit pour me dire, écoute, le jeune a début trentaine, il nous a écoutés, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est pas du tout la cible qu'on vise, mais il dit, j'ai adoré, il a écouté entre autres ton épisode sur le pardon, sur la libération des émotions, puis il dit, j'ai commencé à travailler sur moi à travers l'écoute de podcasts comme ça, puis j'aime beaucoup ce que vous faites. Il dit, j'apprends à gérer ma colère, puis j'ai tout de suite, je veux prendre le temps de le saluer parce que l'épisode d'aujourd'hui ne lui est pas destiné, mais va lui parler. Parce qu'on accueille un thérapeute en relation d'aide qui cumule près de 30 ans d'expérience dans le domaine de la croissance personnelle. Autant en tant qu'humain qui aide les autres, mais en homme qui travaille sur lui et il s'est concentré sur l'homme. Depuis quelques années, il travaille avec les hommes, notamment dans la gestion de la colère. Mais tu sais, pour l'homme, la croissance personnelle, puis je fais pas de sexisme ici, là, c'est les statistiques qui le prouvent, le travail sur lui est peut-être pas aussi présent que chez la femme, mais le besoin est là quand même. Alors, on va accueillir un thérapeute en relation d'aide et surtout un passionné des relations humaines. C'est Normand Faubert qui est avec nous. Bonjour, Normand. Bonjour Geneviève, bonjour Robert. Salut mon beau Normand, c'est tellement un honneur de te recevoir aujourd'hui. Normand, est-ce que je t'ai bien présenté quand je dis que non seulement tu cumules plusieurs années d'expérience en relation d'aide, principalement avec les hommes, mais que toi aussi, en tant qu'homme, tu travailles sur toi continuellement? C'est pas faux, ça? Non, c'est pas faux, Geneviève. Écoute, c'est un travail de tous les jours. Ça fait partie d'un entraînement. Tu sais, il y en a qui s'entraînent physiquement, là. Moi, je travaille. Tu sais, c'est sûr que dans le domaine avec lequel je travaille, ça me demande continuellement d'être en contact avec moi, puis c'est ce qui me permet d'aider mes clients. Je me reconnais beaucoup là-dedans, tu sais, parce que, puis je me souviens, je parlais avec un de mes cousins à un moment donné, puis il me disait, je dis, pourquoi tu vas pas te faire aider par un thérapeute, un psychologue? Il dit, je suis pas fou. Tu sais, l'ancienne mentalité, là, voyons, je suis pas fou, je dis, voyons, je suis pas folle, puis je me fais aider pas quotidiennement, mais tu sais, ponctuellement dans l'année, j'ai des moments où je vais travailler sur moi. Même si je suis moi-même hypnothérapeute, je reçois des traitements en hypnose, je travaille sur... Puis même quand il se passe rien dans ma vie, je vais quand même prendre le temps d'aller m'asseoir et dire, OK, comment je me sens aujourd'hui? Puis y a-t-il une émotion, quelque chose qui a besoin d'être libéré? C'est sain et c'est bon de le faire. Je le fais quotidiennement. Au rendez-vous, Geneviève, aux 2 semaines, c'est un rendez-vous pour moi. C'est un moment d'importance avec moi. Puis des fois, j'arrive, je vais super bien, là. Je suis en pleine santé émotionnelle, mentale, mais je vais prendre un déclencheur, mettons, de la semaine. Oui. Puis là, je vais travailler ça en thérapie, en psychologie pour voir qu'est-ce que je peux faire à mettre en place pour ne plus recréer ce pattern ou ce schéma. Alors, c'est une force quand on fait ça. Normand, j'ai le goût de te poser la question, toi qui travailles avec les hommes depuis plusieurs années, comment est l'homme 2025 par rapport à la relation d'aide? Beaucoup plus ouvert. Beaucoup plus ouvert. Ça devient moins, c'est moins perçu comme quelque chose qui, tu disais, hey, je suis pas fou, je suis pas allé en thérapie. Moi, c'est sûr que je vois un clash un peu entre ma génération à moi puis les hommes qui sont plus trentaine. Là, les hommes plus jeunes ont une plus grande facilité à parler de leurs émotions, puis une plus grande ouverture à leur monde émotionnel aussi. Là. Est-ce que ça prend toujours un déclencheur dans la vie pour aller chercher de l'aide? Souvent, les gens vont le faire suite à une séparation, à l'apparition d'une maladie, à la perte d'un emploi. Des fois, ça prend un drame pour qu'à un moment donné, quelqu'un dise « Hey, sais-tu quoi? Je vais me mettre à travailler sur moi. » Est-ce que c'est vrai aussi pour l'homme qu'il y a un déclencheur qui va devenir la motivation de travailler sur soi?
Ben, nécessairement que tu sais, toute l'angle des difficultés relationnelles que les hommes vivent, tu sais, c'est souvent relié à ça, tu sais, dans leurs difficultés à exprimer leurs émotions. Tu sais, je le dis souvent, tu sais, comme moi, j'ai longtemps, mon slogan, c'est j'ai longtemps souffert parce que j'ai pas su faire. OK. Fait que, tu sais, les hommes, ils n'ont pas développé nécessairement cette compétence relationnelle-là ou compétence communicationnelle qui leur permet de se sentir bien, d'exprimer ce qu'ils vivent. Fait que plus un fonctionnement défensif de refoulement, tu sais. Fait que oui, c'est les conséquences qui amènent encore une grande majorité des hommes en thérapie. Il y a quand même une ouverture à ça, là, tu sais. T'en parlais d'entrée de jeu au niveau du développement personnel, là, il y a plus d'ouverture. Geneviève, j'ai une question. Oui. Les dames, là, les femmes qui écoutent présentement, ils parlent à mon conjoint, ils parlent à mon chum. Là. Pour les jeunes d'Europe, mon chum, c'est mon conjoint. Ils parlent à mon amoureux. Il faudrait qu'ils écoutent ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, normalement, selon ton expérience, Geneviève aussi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux femmes qui écoutent présentement, puis que le conjoint est peut-être moins ouvert à ça, tu sais, moins, là, moi, c'est le cheminement personnel, puis c'est pour les autres, pas pour moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces magnifiques personnes qui écoutent présentement? Ben moi, j'ai le goût de dire, pas obligé de lui dire qu'est-ce qu'il va écouter. Tu sais, dans la voiture, c'est un bon moment pour écouter. Tu sais, puis moi, je le fais avec mon conjoint. Des fois, lui, il va mettre un podcast qui l'intéresse lui, puis qui me parle un petit peu moins. Lui est entrepreneur, et il va du côté entrepreneurial. Puis des fois, je suis comme, ça me tente pas, mais je me laisse porter et je m'ouvre à ça et j'apprends et je trouve des outils intéressants. Fait que sans dire, assis-toi, viens ici, il faut que je te fasse écouter quelque chose, mettez-le dans la voiture, mettez-le dans la maison, puis si c'est bon pour lui, il va tendre l'oreille et le message va passer puis il va aller chercher quelque chose. Moi, je dirais d'y aller simplement, surtout si on fait face à quelqu'un de très fermé. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Normand? Ben, moi, ce que je veux dire, le sens, elle, où est-ce que ça se situe intérieurement? Okay. C'est parce que des fois, dans mes retraites à Téléphénix, les gens me disent, soit l'homme ou la femme vont dire, mon conjoint a dit ici, ma conjointe a dit ici. Là, moi, ce que je vois quand ces gens-là disent cette parole-là, bien souvent, inconsciemment ou consciemment, c'est qu'elle veut ou il veut changer l'autre. Si l'autre changerait, il me semble que notre relation irait mieux. Alors moi, je vais avoir le feedback de qu'est-ce que tu en penses, toi, Normand, de qu'est-ce que je viens de nommer. Comment est-ce que la femme ou l'homme doit se situer dans cette situation-là pour pas avoir le sentiment de vouloir changer l'autre? OK, je vais te laisser répondre, Normand, puis je vais donner mon opinion après, si ça a besoin de précision. Ben, pour bien saisir la question, en fait, c'est où les hommes et les femmes se situent par rapport à leur capacité à arrêter de vouloir changer l'autre. Ben en fait, c'est de se dire, là, moi, je fais du travail sur moi, mais si je veux que la relation évolue, il faudrait que mon chum aussi fasse du travail sur Comme lui. Comme je disais au début, là, hey, mon chum devrait écouter ça. Oui, mon conjoint devrait faire ça. Normand, t'as parlé de mon conjoint. Dans ce sens-là là, que je pose la question. Ben en fait, oui, j'aimais ça, Geneviève, que tu parles des podcasts parce qu'il y a tellement une offre actuellement sur le marché de différentes choses en lien avec le développement personnel, parce que tu sais, l'homme, il est bien arrêté sur la thérapie. Non, j'irai pas en thérapie. Non, j'irai pas en thérapie de couple. Fait que tu sais, moi je pense que tu sais, j'ai lu tel article, j'ai écouté tel podcast. Tu sais, mais c'est sûr que on peut amener le cheval à la boire, on peut pas le faire boire. Mais moi je pense que l'ouverture puis le prix, tu sais, le prix qu'on paye en conflit, le prix intérieur où qu'on perd notre liberté, il est tellement grand. Tu sais, si on pouvait se servir des outils qu'on a sur le marché, entre autres pour apprendre à développer cette compétence-là. Tu sais, moi je pense que c'est ça. Puis tu sais, oui, malheureusement, comme tu dis, on cherche à travailler sur l'autre. Ben, ça serait plus facile si l'autre change. Ben ça irait mieux notre relation. C'est ta faute. Ben moi je viens en hypnothérapie, on travaille jamais sur l'autre, on travaille toujours sur la personne. Fait que moi ce que je dis, puis j'en ai des fois des clients qui disent il faudrait que mon chum vienne te voir aussi, je dis inspire-le. Quand il va voir l'impact que ça a sur toi, soit qu'il va avoir envie de lui aussi venir tenter le coup, ou il va se mettre inconsciemment ou consciemment à chercher des outils pour lui aussi s'améliorer. Mais si tu travailles sur toi, si tu guéris tes propres blessures, vibratoirement parlant, il y a une réponse qui ne sera plus là. Tu sais, je donne l'exemple du couple qui joue toujours dans ses blessures. Ben, le jour où toi,
quand il joue dans tes blessures, ça ne t'atteint plus, il le fera plus. Tu comprends-tu? Ça va s'éteindre. Il va trouver une autre porte pour peut-être continuer, lui, à nourrir sa blessure personnelle. Mais ce que je vois souvent, c'est Colin, c'est vrai que t'es mieux, c'est vrai que tu rayonnes plus, c'est vrai que t'es plus en contrôle de tes émotions, c'est vrai que tu réagis différemment à nos conflits. Il m'a trouvé une façon, moi aussi, de peut-être faire mon propre chemin. Donc, moi, je dis inspirer le changement plutôt que de l'imposer. Exact. Belle réflexion. Je suis d'accord. L'homme, est-ce qu'il est plus en colère que la femme? L'homme, je te dirais oui, parce que dans la nature intrinsèque de l'homme, c'est l'homme, la sensibilité intérieure, c'est pas quelque chose qui est vraiment développé. Tout porté par les jugements, par les croyances limitantes qu'un homme doit être fort, c'est encore bien présent aujourd'hui. Fait que, tu sais, le fonctionnement défensif de l'homme, ça va être naturellement, c'est le premier qui va monter, ça va être très souvent le refoulement. Tu sais, puis le refoulement, moi je dis souvent, c'est que les émotions, ça sort pas par le bout des pieds, puis ça sort pas par le bout des doigts. Fait que, tu sais, si tu accumules, tu refoules, tu restes pris dans ce fonctionnement défensif-là, inévitablement que ta colère, qui devrait être porteuse de t'occuper de ta capacité de t'affirmer, ça devrait te servir pour t'affirmer, la colère, à un moment donné, tu vas la déplacer. Tu vas la retourner contre toi, tu vas la déplacer sur des objets, elle va se transformer en agressivité, en agression ou en violence. Tu sais. Mais est-ce qu'il peut y avoir une façon saine de la libérer autre que la thérapie? Il y en a beaucoup qui vont se tourner vers le sport, par exemple. Est-ce que c'est sain de le faire de cette façon-là? Oui, c'est tout à fait sain. Tu sais. Puis moi, d'entrée de jeu, ce que j'aimerais, j'aimerais ça apporter de la distinction, tu sais, Geneviève puis Robert, par rapport à la colère, l'agressivité, l'agression puis la violence. Parce que souvent, là, c'est mélangé. Tu sais, je te donne un exemple. J'ai un client qui arrive dans mon bureau puis qui me dit « Hey, là, ma femme, elle m'a dîné en thérapie parce que je suis violent. » Ah ouais? Là, moi, je dis toujours « OK, puis ça se manifeste comment pour toi, ta violence? » Tu sais? Là, je lève le ton, tu sais. Ah, mais je dis, tu vois, ça, c'est pas violent. C'est affirmatif. Mais il est en relation avec quelqu'un qui porte une zone de sensibilité en lien avec la violence conjugale. Fait que lui, aussitôt qu'il va lever le ton, pour elle, ça réveille sa blessure, c'est violent. Fait que, tu sais, on mélange les affaires. Puis c'est pour ça que je voulais faire une distinction, tu sais, parce que la colère, là, c'est quelque chose qui est sain. C'est comme la peine, la joie, le dégoût, la surprise ou les peurs. C'est une émotion qui est passagère. Donc, ça vient puis ça part. Tu sais, c'est contrairement à un sentiment qui s'installe. Fait que l'émotion de la colère, là, on devrait en prendre conscience par un déclencheur, par une action, un comportement, peu importe. En prendre conscience, voir ce que la colère nous envoie comme message. Puis par la suite, agir, tu sais, voir qu'est-ce que je peux faire en lien avec cette émotion-là. L'agressivité, contrairement à la colère, c'est une pulsion. C'est généré par du cortisol puis de l'adrénaline. C'est pas la même chose. Donc, c'est plus physique qu'émotionnel? Oui, l'émotion aussi se vit dans le corps. Contrairement, l'agressivité, il y en a de la positive, on le voit dans le sport. Souvent, l'adrénaline, tu sais, je donne souvent l'exemple, je traverse la rue, un char passe proche de me frapper. Je vais avoir eu peur de me faire frapper. Mais, tu sais, l'agressivité, je traverse la rue, je passe proche de me faire frapper, j'ai peur, mais j'embarque dans mon auto puis je pars après le gars. Là, pendant que je suis dans mon auto puis je crie après le gars, mais là, je suis en train de nourrir le ressentiment, la cortisol, l'adrénaline. Là, je m'en vais vers une agressivité qui va être plus destructrice, qui risque de m'amener vers de l'agression et de la violence. Là, la violence, c'est quoi? C'est quand j'enfreins la limite de l'autre. Quand j'enfreins la limite de l'autre, puis il y a différentes formes de violence. Violence psychologique et verbale, violence physique, violence sexuelle, violence économique, violence sociale, puis violence virtuelle. Fait que, tu sais, quand je veux avoir le contrôle sur l'autre par des moyens de coercition, c'est à ce moment-là que, parce que moi, je souffre. Pour pas souffrir, je vais vouloir contraindre l'autre. Puis oui, c'est ça qui arrive. Puis je trouve ça important de faire cette distinction-là, parce que ça replace des affaires pour les gars. Ah non, je suis pas violent. Ah non, je suis juste affirmatif. Tu sais. Mais il y a une façon de s'affirmer qui est peut-être, surtout si on vit avec quelqu'un qui a cette blessure-là ou cette sensibilité-là, on peut quand même apprendre. On veut pas normaliser le fait de crier nécessairement. C'est pas ce qu'on est après dire, là. Non. Non, c'est pas normalisé, c'est ça. Robert, toi, tu as un passé d'homme qui est assez rough.
Là. Tu sais, si vous avez écouté l'épisode 1 sur l'histoire de Robert et le pardon, vous allez comprendre que le beau gros nounours rempli d'amour puis de bienveillance qu'on a devant nous, c'est une transformation parce qu'avant, c'était un ours un peu plus agressif qui était là. Ben, j'étais pris dans ma caverne de souffrance, tu comprends? Fait que, comme Normand a mentionné, l'accumulation, et quand ça sortait en violence parce que j'étais dans l'accusation. Fait que j'accusais, c'était de la faute de l'autre. Fait que ma colère et l'émotion de la colère, elle était pas comme un volcan vers le haut, elle était versée sur l'autre, ou bien souvent dans mon cas, je la versais contre moi. C'est moi le fautif, c'est moi le pas correct. Je fais pas la bonne affaire. Fait que c'est sûr que ça éveillait de la culpabilité, mais la culpabilité qui était éveillée, c'était de la culpabilité malsaine. Ouais. Et là, je me faisais souffrir, je me faisais souffrir. Et là, je me disais, moi, changer. OK, je vais faire l'effort. Je me retroussais les manches, puis là, je vais parler mieux, puis je vais essayer de parler de la façon plus saine. Ça fonctionnait pas. Et ce que j'ai compris, dans mon cas à moi, c'est de mes clients après 25 ans, c'est le manque de connaissance de soi. Je me connaissais pas. Et j'avais tendance à refouler, castrer mes émotions. Et quand j'étais dans un trop-plein, c'est là que j'explosais. Et là, mais ça devenait, moi, j'avais tellement peur de l'homme inconsciemment, Geneviève, Normand, j'avais tellement peur de l'homme que inconsciemment, là, quand je me positionnais, mettons, pour prendre ma place, verbaliser quelque chose qui était difficile, il y avait une grande peur inconsciente. Si je dis quelque chose qui est pas correct ou qui fait pas l'affaire à l'autre, je risque de manger un coup. Fait que je partais, moi, avec une peur inconsciente. Ouais. Imagine-toi la sensation... Ça revenait de ton histoire. De vie. Ouais. C'était énormément souffrant. Alors, ça me demandait un effort énorme, puis c'était souffrant, là, Geneviève. J'avais tellement peur que l'autre me frappe, j'étais inconscient. Et sais-tu quand est-ce que j'ai pris conscience de ça? Ça m'a pris du temps, malgré mes études, malgré toutes mes connaissances. C'est qu'à un moment donné, avec Nathalie, mon amoureuse de 21 ans, on a décidé... 21 ans de vie de couple, elle a pas 21 ans. Ouais. C'est pas grave, ça aurait pas été grave. Elle ressemble d'une femme de 21 ans. Bon, c'est beau, ça. On était en thérapie de couple juste pour voir certaines fonctionnements qu'on avait mis en place, puis on voulait améliorer ça. Et j'ai pris conscience en thérapie de dire, Nathalie, quand je suis dans ma caverne qui me prend, là, les femmes vont dire, mon Dieu, tu parles de mon amoureux. Ouais. Hey, ça me prenait 72 heures parfois, des fois 3 jours, 4 jours à revenir, à sortir de ma caverne parce que je tombais dans un fonctionnement. S'il y avait eu un déclencheur, mettons un désaccord quelque part, là, toi, tu partais. Puis je partais dans l'isolement affectif, puis dans mon fonctionnement, je devenais victime. Fait que la victime en moi, je voulais faire sentir l'autre coupable pour qu'est-ce que je vivais, là. Fait que c'est le petit gars en moi, là. Je sais pas si les gens vont... Normalement, ils pourraient peut-être renforcer ça, toi aussi, Geneviève. Ben, là, je partais, là, je marchais du talon. Ouais. Là, je fermais les portes d'armoire un petit peu plus fort, là. Je voulais qu'on me voie, là, que j'étais souffrant. Oh. Et avant de me récupérer, mais ça, c'est la victime en soi. Ouais. J'étais inconscient de ça. Alors, aussitôt que j'étais dans le jugement, dans la critique, dans le blâme, c'est la victime en soi qui prend place. Et là, je veux faire sentir à l'autre que je suis souffrant. Et là, on est en thérapie. Et là, je prends conscience, je dis, Nathalie, quand ça me prend aussi de temps à revenir de sortir de l'isolement affectif pour nommer ce qui est là, j'ai peur que tu me frappes. Et là, j'ai éclaté en sanglots. Parce que je venais de prendre une grande prise de conscience qui était pas conscience dans le temps. Ben oui. Et ça a été un cadeau énorme pour moi parce que j'ai pu transformer ça après. Parce que là, j'avais une prise. Ouais. J'ai pu transformer ça. Comment? Ben, c'est que quand moi et Nathalie, on avait comme un affrontement ou un désaccord. Là, Nathalie, là, présentement, là, ben, j'ai peur de ta réaction. J'ai peur que tu lèves la main sur moi. Elle l'aurait pas fait, j'aurais pu juste... Mais c'est un ours qui a peur d'une petite souris, là. Oui, elle a donné une petite shot dans le front, mais... Ouais. Fait que juste le fait de le nommer, je venais d'enlever un filtre. Là, voici comment est-ce que je me sens suite à ce qu'on vit. Puis, j'ai besoin d'être vu à cette place-là. C'est ça qui est important.
Parce qu'il n'y avait rien de rationnel là-dedans. Nathalie n'a aucune violence en elle. Nathalie, elle est douce, elle est là. calme, jamais dans 21 ans. C'est arrivé à quelques reprises, elle a levé la voix, mais jamais dans l'accusation. Jamais, jamais. Elle va là. Imagine-toi, là. C'est quelqu'un qui c'est moi qui s'amenait de mon histoire de vie. Mais par contre, ce que je veux nommer ici, puis Normand, je veux t'entendre là-dessus, c'est que j'avais besoin, puis là, ça me touche de dire, j'avais besoin d'être vu à cet endroit-là. J'avais besoin d'exister à cette place-là, qui venait de mon histoire de vie, mais au présent. Mais pour avoir arrivé là, Geneviève, il a fallu que je me fasse accompagner, tu comprends? Ouais. Malgré toutes mes connaissances. C'est là que j'ai donné la main à quelqu'un qu'on appelle une autorité, comme toi, comme Normand. Hey, moi, je te vois, Robert. Moi, je t'entends. Je te permets d'exister. Je veux pas t'enlever de là. Fait que c'est là que la réparation, tranquillement, s'est faite et que j'ai pu me positionner en tant qu'homme avec Nathalie pour que ça soit plus doux, plus dans la tendresse, plus dans la compréhension, plus aussi dans l'écoute. Ouais. Puis c'est un peu vrai ce que dit Robert, hein, Normand. On a besoin d'être reconnu dans nos émotions, qu'elles soient rationnelles ou irrationnelles. Mm-hmm. Ben, tout à fait, tu sais, puis, tu sais, ça me touche ton histoire, Robert, tu sais, le parcours que tu as fait, puis tu as parlé de connaissance de soi, mais ça demande une vulnérabilité, tu sais, puis le chemin à faire, il part par la prise de conscience. Tu sais, il a commencé par la prise de conscience, puis le processus de changement s'engage aussi dans l'acceptation. Puis cette acceptation-là, ben, tu sais, elle vient avec bien souvent l'écoute, le non-jugement, tu sais, c'est pour ça que je vais parler des offres, j'en ai parlé tantôt, il existe un paquet d'affaires, mais de là l'importance de des fois d'aller en thérapie justement ou avec un professionnel, tu sais, pour justement être entendu sans jugement, être validé dans ce qu'on vit, être accueilli, tu sais, pour nous permettre à nous de nous accueillir dans de nous accepter dans cette vulnérabilité-là, pour faire le chemin, parce que notre conjointe ou notre conjoint on n'est pas toujours nécessairement équipés pour nous entendre comme on voudrait être entendu. Surtout, Normand, si on le vit avec elle ou avec lui. Hein? Oui, tout à fait, en plus. Non, c'est clair, là, tu sais. Puis ça demande, puis le gars, ça lui demande de la vulnérabilité, hein. C'est ça. Qu'il n'est pas nécessairement naturel et accepté là, de plus en plus dans la société, mais si on recule d'il y a plusieurs années, dans leur gène, tu montres pas ta faiblesse, puis encore moins tes émotions, là. Tout à fait. Puis c'est encore présent, tu sais, Geneviève Robert, c'est encore présent, tu sais, les hommes portent encore cette croyance-là que de se montrer dans sa vulnérabilité, de se montrer dans sa sensibilité d'homme, ça fait que je vais être moins homme, tu sais, j'aurais peur que l'autre prenne du pouvoir sur moi, puis c'est tellement faux, là, c'est tellement, tu sais, je rouvre une parenthèse, mais combien de fois je me suis fait dire, puis j'ai fait souvent des cours de croissance personnelle avec des femmes, là, puis tu sais, c'est souvent majoritairement des cours il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, je me faisais dire, tu sais, c'est beau un homme qui pleure, c'est beau Fait que, tu sais, moi, ça m'a aidé à assumer ma sensibilité d'homme, tu sais, puis de le partager avec des gars, puis de voir des gars pleurer dans des groupes après, ça m'a permis d'assumer ça, mais ça demande de faire ce chemin-là, de se montrer dans sa vulnérabilité, mais d'accepter d'abord la vulnérabilité qu'on porte. C'est drôle que vous dites ça parce que moi, mon chum m'a séduit par sa vulnérabilité. Sa capacité à me parler de ce qu'il venait de vivre, de comment il l'avait traversé, puis de ses émotions. Je trouvais ça tellement beau et rassurant, un homme qui est capable de s'ouvrir comme ça, que ça est en grande partie ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui. Mais encore aujourd'hui, là, il y a le mouvement mâle alpha qui prend beaucoup de place sur les médias sociaux. Je ne sais pas quelle place ça occupe, mais médiatiquement parlant, ça fait beaucoup parler. Ces espèces de mâles alpha là qui veulent revenir à d'anciennes valeurs. Un gars comme toi, Normand, qui travaille avec l'homme, t'en penses quoi de ce mouvement-là? Ben, écoute, que tu me poses cette question-là, j'avais pas pris de place au public, tu sais, depuis qu'on en parle, tu sais. Fait que, tu sais, je suis comme un peu content ce matin d'être capable d'avoir une place pour exister avec ça parce que moi, je pense que c'est minoritaire, ce mouvement-là. Je pense que c'est relié au manque de modèles. Le manque de modèles masculins, sains, humains, qui se montrent vulnérables, tu sais. Puis les jeunes ont besoin de se rattacher à un modèle.
Fait que, tu sais, quand ils voient, puis le moyen de communication des réseaux sociaux, c'est tellement facile, puis l'offre est tellement grande, fait que ça s'est propagé, ce mouvement-là. Je pense que ça va s'éteindre dans l'œuf. Tu sais, des Andrew Tate de ce monde, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais moi, je pense que nous, comme, tu sais, des gars comme moi, des gars comme Robert, on a démontré qu'il y a d'autres modèles d'hommes qui existent, justement. Tu sais, que on peut aussi être fort, mais aussi être vulnérable et sensible. Puis ça n'enlève rien à l'homme qu'on est, tu sais. Moi, je veux continuer de porter ce message-là au sein de la communauté des hommes, tu sais, parce que on a besoin des hommes comme nous, tu sais. Tu sais, Normand, Geneviève, si je reviens, tu sais, je reprends l'histoire. Pourtant, mon père, qui était mon modèle, c'est un homme avec une vulnérabilité et une sensibilité incroyable, là. Il portait ça aussitôt qu'on vivait quelque chose qui était un peu difficile ou, mettons, on a beaucoup fait de sport. Je ne sais pas l'apparence, là, j'étais un grand sportif. Donnait des cours de spinning. Oui! Et il était tellement cher, il devenait les yeux, là, puis là, il était pas capable de le nommer, lui, il toussait, tu sais. Mais par contre, suite à son histoire de vie, que tu sais, sa mère est morte de lui à naissance, mon père portait un grand sentiment de rejet et d'exclusion. Pour lui, il portait une croyance qu'il avait tué sa mère à naissance. Vrai? Fait que fausse croyance. Une fausse croyance. Fait que la colère qu'il avait contre lui, là, son agressivité, là, il devenait explosif. Fait que c'était défensive. Hein? Alors, là, j'avais les deux polarités. Tu sais, la polarité, mon père est sensible, il est vulnérable, mais l'autre côté aussi, quand ça va pas bien, là, c'est les points. Ouais. Je vois les points, je vois la ceinture, puis je vois les cris. Alors, j'ai appris les deux, mais la beauté de tout ça, j'aime bien. C'est là que, normalement, je fais ce cours. On a eu une discussion, moi et mon fils qui a 19 ans la semaine passée. Puis, mon Dieu, je pensais pas d'elle. C'est beau. Il était dans les bars. Oui. Puis la bataille, elle a pris avec ceux qui étaient, tout ça. Puis mon fils, je te dis, il a une carrure assez... puis mon caractère, tu sais, c'est quelqu'un qui te laissera pas plier ses pieds. Mais à ce moment-là, il a mis le projecteur sur lui, puis il a eu le réflexe. Non, dis-moi, c'est pas moi, ça. C'est pas moi. Puis il a juste été comme là, à protéger les personnes qui étaient après, tu sais. Fait qu'il a été capable de se séparer, puis de nommer comment est-ce qu'il se sentait à travers tout ça, puis que moi, non, j'en veux pas de violence, puis je veux qu'on arrête ça maintenant. Fait qu'il s'est positionné en tant qu'homme. Et moi, ce que ça le fait, c'est que je viens de couper le pattern de génération en génération. Tellement. Tu sais, je fais juste partie de mon père. Moi, c'était dent pour dent, œil pour œil. Et quand tu parles avec tes poings. C'est ce que j'avais appris. Et le fait que j'ai eu la connaissance de soi et que je me suis amené à cette place-là aujourd'hui, mais j'ai transformé cette énergie de violence et aujourd'hui, j'ai pu le voir avec la génération future qui est mon fils et probablement ses enfants. Alors, j'étais énormément touché puis je dis, tu sais, Gab, mon fils s'appelle Gabriel, je dis, Gab, je suis tellement fier de toi que tu t'es positionné en tant qu'homme, malgré que tu l'as la force. Je sais que tu aurais pu rentrer là-dedans puis avoir beaucoup de plaisir d'une certaine façon, tu sais, puis d'être fier de toi après, puis de dire non, moi je veux pas, là, je coupe ça. Ça, là, c'est une guérison. C'est de guérison, c'est le plus beau cadeau que mon fils a pu m'offrir, à voir que lui, malgré qu'il porte cette violence-là, parce que je lui ai transformé, j'ai transmis, c'est-à-dire, malgré mon regard, parfois, la parole trop élevée, mais qui a été capable de transformer ça, puis dire, au moment de l'action, au moment là, du déclencheur, de s'en occuper d'une façon saine. Wow! Mais c'est beau ce que tu viens de dire, mais je veux juste faire pas une petite correction, mais dire que le cadeau est réciproque. C'est-à-dire que
il aurait pas pu t'offrir ce cadeau-là si tu ne lui avais pas offert le cadeau de ta guérison. Tu sais, puis c'est ça qui est important de comprendre, c'est quand les hommes qui nous écoutent, puis les femmes aussi, quand vous travaillez sur vous, ça a un lien direct sur vos enfants, sur les générations qui vont suivre. Moi, je l'ai vu dans ma croissance personnelle à moi. Ma fille s'est transformée. Il y a des blessures que je portais qui me venaient de génération en génération, qui se sont arrêtées là. Puis à un moment donné, le père de ma fille a pris rendez-vous avec moi en hypnothérapie, puis il me dit, je le vois bien là que ça t'a changé. Tu sais, nous autres, on s'est connus, j'avais 20 ans, j'en ai 48 aujourd'hui. Puis il dit, je le vois bien là que ça t'a changé. Puis ça t'a pas juste changé toi. Il dit, ça t'a changé toi, mais ça a changé aussi tes frères, tes sœurs. Je le vois, la différence que ça apporte autour de toi. Fait que ça lui a donné le goût de travailler sur lui. Ça, c'est important, hein, Normand. Des fois, on a la volonté d'arrêter de souffrir soi-même est peut-être pas assez grande, mais se dire, hey, moi, je vais arrêter la souffrance-là pour pas que mon fils, pour pas que ma fille, pour pas que les générations qui vont suivre portent la même blessure. Ça peut être une motivation. Ben oui, tu sais, puis je rajouterais là-dessus que, tu sais, tu touché à t'entendre là-bas avec ton fils, tu sais, au niveau de ce qui est en train, tu transformes de génération en génération, tu sais, parce que, effectivement, tu sais, je vois des clients dans mon bureau qui m'appellent, tu sais, ils m'appellent puis ils me disent, il y en a de ça, tu sais, qui me disent, écoute, je me suis vu avec mon gars, je veux pas répéter ce que j'ai vécu avec mon père. Tu sais, hey, ça me touche de le dire, là, mais je t'appelle parce que j'ai besoin d'aide. Je t'appelle parce que je veux pas répéter ça. Moi, j'ai vécu ça, je me suis fait frapper par mon père, puis je vois que je suis en train de répéter la même affaire que mon gars. Tu sais, mon gars, j'ai vu dans ses yeux, il a peur. Fait que je veux pas répéter ça. Fait que, tu sais, j'ai besoin d'aide, tu sais. Moi, là, ça, c'est toujours comme... Moi, à ce moment-là, normalement, c'est, tu sais, pour les gens qui sont présents, ça serait quoi la première étape? C'est la première étape de ces gens-là qui vivent ça, qui en prennent conscience parce qu'ils prennent rendez-vous avec toi. À ce moment-là, c'est quoi tu leur dis comme première étape à faire? Ben, premièrement, on regarde c'est quoi les impacts, c'est quoi les déclencheurs. Tu sais, souvent, il y a des déclencheurs qui sont récurrents, tu sais. Puis, tu sais, en lien avec la colère, tu sais, je sais pas si je peux en parler maintenant, mais, tu sais, il y a des déclencheurs récurrents, tu sais, qui reviennent, tu sais. Puis ça, ben, les gens, je pense que ça pourrait les aider à comprendre un peu, tu sais, quand le client arrive dans mon bureau, je regarde avec lui, c'est quoi les déclencheurs de colère, tu sais, puis j'essaie de voir avec eux autres, premièrement, comment... Si tu donnes quelques exemples, Normand, de déclencheurs dans la colère. En fait, les déclencheurs de colère, tu sais, Robert, Geneviève, tu sais, moi, j'en ai identifié 5 qui reviennent très fréquemment dans ma pratique, dans mon expérience, puis dans la littérature également depuis 15 ans que je travaille avec ça. En fait, le premier, c'est l'envahissement. L'envahissement du territoire. Psychique. Donc, quand je reçois des mots, puis que je me laisse, je dis bien, hein, que je me laisse envahir. Le territoire physique aussi, c'est l'envahissement physique. Fait que quand je me laisse envahir dans un de mes territoires physiques, parce qu'on en a plusieurs, ben là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça génère de la colère. Je t'envahis, puis j'arrive pas à poser mes limites, puis fait que tu sais, je ressens pas. Les clients me demandent comment tu fais pour poser tes limites, mais je leur dis comment tu fais, commence par les ressentir. Okay. Ça peut être normal que ce que tu nommes, puis là, tu renforces, Geneviève aussi. Ça peut être la fatigue qui t'amène à te sentir plus envahi. Exemple, le bruit, des paroles fortes. Fait que là, ça fait comme un envahissement. Les besoins de l'autre, tu sais, des fois, inconsciemment ou consciemment, on veut tellement quelque chose, on l'impose, puis on n'écoute pas l'autre. On est fatigué. On est fatigué, mais c'est pas grave, j'ai un souper avec des amis, puis c'est important d'y aller. C'est cette forme d'envahissement-là. C'est ça. OK, ça, c'est un. Ouais. L'autre, c'est les peurs. Si j'ai peur, ben c'est sûr que je vais réagir, tu sais. Il y a un danger. Il y a un danger, je me mets en état de survie, tu sais, puis c'est sûr que ça va me faire réagir. L'autre, c'est les besoins. Si je vis des frustrations, des manques par rapport à mes besoins relationnels, besoin d'être aimé, besoin d'être écouté, besoin d'être reconnu, besoin de liberté, besoin de me réaliser comme personne. Si je vis de la frustration puis je m'en occupe pas, je reste dans l'attente puis j'attends que l'autre s'en occupe, mais si je vis de la frustration, ça va me faire vivre de la colère. L'autre, c'est les zones sensibles reliées au passé. Fait que tout ce qui est dans l'ordre des blessures émotionnelles. Ça va réveiller plus de la violence, de l'agressivité ou de la violence.
Parce que là, ça révèle une blessure. Je suis pas conscient. Je vais arrêter de souffrir. Fait que là, je vais, comme j'ai dit tantôt, là, je vais vouloir exercer un contrôle ou une coercition sur l'autre. Puis la dernière, c'est la fatigue et le stress. Ouais. Qui est omniprésent, là, on s'entend. Tout à fait. Tout à fait. Fait que, tu sais, puis ce que je dis aux gars, pour revenir à ta question, Robert, ce que je dis aux gars, c'est, sers-toi de ta réaction. La première affaire que les gars arrivent dans mon gros, je vais arrêter de réagir. OK. Mais si, puis moi, tu sais, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode du check engine. C'est une métaphore. Pour les gens de l'Europe, vérifier le moteur. C'est le témoin. C'est ça. Dépendamment du modèle de voiture que vous avez, ça se peut qu'il soit toujours allumé aussi, là. C'est le témoin lumineux. Oui, exactement. Une métaphore que j'utilise qui parle beaucoup aux gars. Puis tu sais, les gars me disent, hey, j'étais avec moi dans mon char aujourd'hui, tu sais. Témoin lumineux hier. Quand t'étais avec moi dans mon auto, là, tu sais. Je leur dis, c'est toute ta réaction. Parce que il arrive une action, un comportement de l'autre qui est le déclencheur, ça te fait réagir. Fait que si tu restes sur l'autre pour qu'il change sur le déclencheur, t'as pas de pouvoir. Non. Si tu restes dans ta réaction défensive, t'as pas de pouvoir. Fait que ton pouvoir, il est où? Écoute ta réaction, qui te ramène à l'émotion désagréable que tu vis. Puis sous-jacent, c'est ton besoin de ta limite. Ouais. Fait que c'est la méthode un peu que j'utilise. Puis les gars, ils arrivent à faire des liens avec leur réaction, tu sais. Fait que ça, c'est d'identifier le besoin que tu sois dans le présent suite à l'expérience que tu vis. Ben oui, puis je donne tout le temps l'exemple du cellulaire. Hein. On a tous vécu ça, le cellulaire. Tu sais, ma blonde est sur son cellulaire, j'y parle, puis elle m'écoute pas. Ah non? Je fais jamais ça. Jamais ça m'arrive. Ta blonde fait ça, Normand? Je te taquine, là, je sais qu'elle écoute l'émission et elle va dire, ben, ça va. Oui, ça. Oui, absolument. Il y a des gens qui risquent de se reconnaître. Fait que ça fait que là, tu sais, je suis frustré. Je regarde l'autre, j'y parle, elle m'écoute pas, je suis frustré, je m'en vais. OK, mais tu sais, là, c'est parce que je me sens pas écouté. Ouais. Le déclencheur, c'est que l'autre est sur son cellulaire. Ma réaction défensive, c'est que je m'en vais. Je m'abandonne. Je refoule, je parle Ça, pas. Normand? Hein? C'est que je m'abandonne. La personne s'abandonne à ce moment-là. Ben oui, je m'abandonne, je me lâche. Mais tu sais, c'est quoi que je vis? L'émotion désagréable, c'est que je suis frustré. Mon besoin sous-jacent, c'est quoi? J'ai besoin d'être écouté. Fait que tu sais, si je reste pris sur l'autre, dans l'attente, puis je le juge, puis je reste frustré, puis tu sais, ça va revenir, le cellulaire. Peut-être souvent, ce qui arrive, Normand, merci. T'es tellement beau, Normand, si je te reconnais pas. Et non, mais t'amènes du visuel, tu sais, je vois ce que tu dis, tu sais, je vois tes paroles. Puis tu sais, pour les gens qui écoutent présentement, tu sais, ouais, mais tu m'écoutes pas, tu m'entends pas. Là, je suis dans l'autre. Ouais. Je me sens pas écouté. Je me sens pas entendu. Puis c'est là qu'il est important de pas s'abandonner. Si je pars, là, c'est sûr que je vais tomber probablement la majorité du temps, en général, je vais être dans le jugement. Elle m'écoute jamais, il m'écoute jamais, il est jamais présent pour moi, il est jamais ci, il est jamais ça. Mais c'est moi qui s'est abandonné. Ouais. L'autre, il fait juste me montrer à me positionner. Tu mettrais-tu ton téléphone de côté, s'il te plaît? Si c'est possible, j'aurais besoin d'être vu. J'aurais besoin d'être entendu suite à qu'est-ce qu'on vit. Mais la majorité du temps, les gens vont abandonner, ils vont lâcher parce que l'autre. Ben parce qu'ils veulent pas entrer dans un conflit, ils veulent pas provoquer une réaction. Est-ce que là on parlait tantôt de modèle, puis quand on regarde à la télévision, quand on regarde les annonces publicitaires, l'homme est toujours au service de la femme, se fait toujours contrôler, est un peu niais. Tu sais, si au Québec on le présente un peu comme un peu le nono, tu sais. Mais on est-tu Répète ça, Jeanne. Non, mais dans les publicités, là, l'homme, il est mollasse. C'est pas lui qui prend la décision. Toujours un petit peu niaiseux. Tu sais, on voit beaucoup ce modèle-là dans la publicité. Mais pour l'homme qui cherche un modèle puis qui regarde ça, puis tu sais, souvent, on va dire à des gens qui veulent vendre un spectacle ou quelque chose, faut que tu convainques la femme parce que faut convaincre la femme parce que c'est elle qui va décider. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la femme est contrôlante? Est-ce que la femme, elle est castrante? Est-ce que c'est vrai qu'on est à ce point nuit? Est-ce que en contrôle de l'homme, est-ce que tu remarques ça, Normand? Et même Robert? Robert, tu veux-tu y aller? Ayez pas peur de moi, les gars, là. Écoute, moi, je crois que c'est autant l'homme que la femme.
bien souvent, ce que je m'aperçois dans mes formations, je m'aperçois que quand la femme est contrôlante, bien souvent, ils vont rencontrer un homme qui est contrôlant. Ah oui? On attire à soi ce qu'on est, on attire à soi l'énergie qu'on dégage. Alors, les deux sont dans le contrôle. Alors là, ça fait des frictions parce qu'il y a une résistance qui s'installe. Alors, est-ce que j'ai pas de chiffre, tu sais, j'ai pas la pleine conscience de qu'est-ce que tu nommes comme réponse ici, là, mais je pense qu'un autant que l'autre tombe dans le contrôle si j'ai pas la connaissance de soi. Parfait. Puis Normand, ton opinion? Ben, moi, par rapport à ça, je te dirais que ce que je vois, principalement par rapport au contrôle, puis tu sais, un plus que l'autre, je pense pas. Moi, je pense qu'on les deux, on veut bien contrôler ce qu'on aime contrôler. Ce qui est contrôlable. Oui. Ben oui. C'est fait notre affaire. Oui, répond à notre besoin. Le contrôle, c'est une défensive qui est reliée à l'insécurité. C'est si je me sens insécure, je suis pas conscient de mes peurs, ben je vais passer par le contrôle, c'est que je vais faire le chemin contraire. Je vais passer par l'extérieur pour contrôler et apaiser mon insécurité au lieu de passer de l'intérieur vers l'extérieur en écoutant mes peurs, en conscientisant mes peurs, puis en exprimant à l'autre mes peurs pour aller m'occuper de mon besoin d'être rassuré, pour aller m'occuper de mon besoin de sécurité. Fait que, tu sais, ce que je vois ça beaucoup dans l'insécurité. Les gens qui sont insécures vont chercher à contrôler soit l'extérieur, puis mais tu sais, les gens aussi qui contrôlent eux-mêmes, tu sais, un surcontrôle d'eux-mêmes au niveau de un manque d'estime, ben tu sais, les gens qui prennent, ils vont pas au dépanneur là, s'ils sont pas coiffés, s'ils sont pas bien habillés, s'ils sont pas, tu sais, ça c'est un surcontrôle de soi-même là, mais ça fait que ben ça peut être envahissant. L'impact de ça sur l'autre, c'est l'envahissement. Fait que, tu sais, encore là, parce que moi, c'est comme, tu sais, ma blonde a peur des affaires que moi, j'ai pas peur. Tu sais, fait que c'est d'être sensible à ma blonde, que je sais qu'elle est insécure. Je sais qu'elle porte ça. Ben, elle a son langage émotionnel qui vient de ses expériences. Puis la pire chose qu'on peut dire à quelqu'un qui vit le contrôle, puis qui est insécure inconsciemment, c'est de lui dire, là, tu vas arrêter de me contrôler. Ouais. Mais là, ça déclenche 2 fois plus l'autre, tu sais. C'est dire, ben, je sais pas ce que tu vis présentement, ce qui est là pour toi, mais voici comment est-ce que je me sens suite à qu'est-ce qu'on vit, tu sais. Parce que on doit prendre conscience aujourd'hui, ou vous l'avez peut-être déjà, c'est que tout part de soi, tu sais. Qu'est-ce qui est là pour moi suite à ma copine est après me contrôler ou la personne, c'est quoi qui est là pour moi? Comment je me sens suite à ça? C'est là que je dois mettre le mot le plus juste possible sur qu'est-ce que je vis et de lui mentionner à l'autre. Parce que si je ne deviens pas sensible à ce que moi je vis, l'autre ne pourra pas être sensible à moi. Parce qu'elle ne sait peut-être pas la personne qui est dans le contrôle. Bien souvent, la personne, elle ne sait pas. Si elle savait ce que ça fait, c'est sûr qu'elle changerait son comportement. Hein, Normand? Es-tu d'accord avec ça? C'est clair. Puis tu sais, la connaissance de soi au sein du couple, c'est fondamental aussi parce que, tu sais, c'est l'acceptation des différences de l'autre, puis comment je suis capable de m'occuper de moi en relation avec l'autre, mais aussi d'être sensible à la blessure de l'autre. Oui. Tu sais, je sais, moi, que ma blonde est insécure. Fait que moi, je dis tout le temps, je lancerai pas des bombes dans la relation. Tu sais, elle a besoin que je l'appelle quand je t'en... Je vais l'appeler. Elle me l'a nommé, ce besoin-là. J'ai besoin quand tu vois que tu es en retard, appelle-moi. Tu sais, OK, parfait, je vais prendre soin de sa blessure. Je la prends pas en charge, là. Elle s'est responsabilisée, elle a fait le chemin, elle me l'a nommé. Puis, tu sais, moi, quand ma blonde, elle a une réaction défensive que je sais que c'est probablement relié à son insécurité, je dis, tu sais, comme tu dis un peu, Bob, tu sais, moi, qu'est-ce qui se passe pour toi, mon amour? Tu sais, de quoi t'as peur? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Y a-tu quelque chose que je peux faire? Tu sais, puis des fois, il y a des affaires et je peux pas rien faire. Tu sais, c'est à elle à gérer ce bout-là, tu sais. C'est à elle à s'occuper de sa blessure, mais en attendant, plutôt que d'être en réaction à sa blessure, puis de là, commencerait pas à t'appeler chaque fois que je suis en retard, tu dis, OK, parfait. Il y a un besoin là. Tu sais, puis moi, je le faisais avec ma fille, tu sais. Des fois, je disais, comment je peux t'aider? Elle disait, tu peux pas m'aider. Parfait. Si je ne suis pas la personne qui peut t'aider, ben, trouve une façon de t'aider. Trouve l'aide quelque part. Je te donne la responsabilité d'y aller.
parce que moi, là, je vois qu'il y a un besoin, qu'il y a une blessure, qu'il y a une souffrance. Tu sais, fait que ça peut être ça aussi, de dire, OK, parfait, je vais t'appeler quand je suis en retard. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour te rassurer? Tu sais, puis c'est pas déraisonnable de demander un petit coup de fil quand l'autre est en retard. Tu comprends-tu? Fait que des fois, on voit ça comme si c'était du contrôle, de la jalousie, de l'envahissement. Mais c'est pas tant surtout selon moi, avec les femmes, qui soient 3 heures d'ennui, Nathalie, elle me dit, qu'il soit 2 heures, qu'il soit 3 heures, s'il te plaît, envoie-moi un message ou appelle-moi au pire que si tu peux pas envoyer un message. Juste savoir que tu es arrivé, tu es en sécurité pour moi, ça va m'aider à dormir. Ouais. Alors, bien souvent, au début, je disais, il est 3 heures. Pourtant, elle me l'avait dit, là. Ouais. Il est 3 heures, je l'appellerai pas m'en déranger. Le lendemain, t'aurais dû m'appeler, j'aurais aimé ça que tu m'appelles, tu sais. Et que là, j'ai pris connaissance que j'avais besoin de la sécurité. Ben, elle me l'avait demandé. C'est à moi de décider si je réponds à son besoin. Ouais. Mais si j'aime assez mon amoureuse, ben, je vais y aider à la sécuriser. Et parfois, ben, là, je disais, Nathalie, ben, là, tu vis de l'insécurité, là. Tu sais, ça fait 3 fois que tu me le dis, tu vis de l'insécurité. C'est ce qu'elle me répondait, Nathalie. Pour m'aider à devenir sensible. Ben, t'as raison. Ouais. Elle me donnait raison de qu'est-ce que je viens de nommer. Ben oui, je vis de l'insécurité. OK, parfait. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise à quelqu'un qui avoue dans qu'est-ce qu'elle lui dit, qu'est-ce qu'elle vit? Je sais pas si... Ben, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, ben là, avant que mon chum ou mon copain, mon conjoint en arrive là, il y a des années-lumière, tu sais. Soyez l'exemple. Puis moi, je le fais beaucoup avec mon conjoint des dernières années. Quand je vis une émotion, nous, c'est beaucoup quand on fait des performances sportives ensemble. Ça me déclenche énormément parce que j'ai un petit problème avec la performance et mon chum est très, très performant. Donc, pas à tout. donc, rapidement, je joue dans ma blessure. Fait que des fois, j'ai tendance, là, t'es trop exigeant, tu m'en demandes trop, tu mets trop de pression, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Puis là, je vais prendre quelques minutes, je vais dire, hey, c'est quoi, oublie ce que je viens de te dire. Là, je dois gérer mon émotion. Si on vit un conflit, puis que je suis pas prête à en parler, laisse-moi gérer mon émotion. Quand je l'aurai géré, je pourrais t'en parler. Puis c'est pas pour te rejeter, c'est pas pour te punir, c'est juste pour éviter de dire des choses qui vont dépasser ma pensée. Juste de faire ça. À un moment donné, il a fait, moi aussi, je peux le faire. Fait que des fois, il fait comme, hey, c'est quoi, je gère l'émotion, là. Devenez l'exemple. Tu sais, puis je me souviendrai toujours d'un matin où mon chum, avait une routine matinale, puis il s'était fait un petit plan de match pour le matin, puis finalement, ben il s'est mis à perdre du temps sur son cellulaire, puis il a pas vu le temps passer, il s'est mis en retard, puis là, il s'est mis à taper sur le clou des enfants parce qu'il sentait de la culpabilité de pas avoir suivi son plan de match, puis à un moment donné, il dit, mon gars a fait de quoi? Et j'ai allumé, là. Puis là, je me suis mis à l'engueuler, puis il dit tout de suite, j'ai fait, non, ça y appartient pas. Fait qu'il a pris son gars à part, puis il a dit, là, on va prendre une petite minute, et il dit, papa, il vient de se fâcher après toi. Puis il avait pas raison de le faire. Je me suis fâchée après toi parce que ce matin, j'ai perdu du temps sur mon téléphone cellulaire. Ça m'a mis en retard puis je ressentais de la culpabilité. Puis il dit, je suis désolée et je m'excuse. Je t'aime. Je ne voulais pas te tomber dessus. T'as rien fait de mal. Il dit, la face de mon garçon d'être capable de nommer ça puis de l'exprimer, il fait la réparation tout de suite, tu sais. Wow. Puis ça donne un exemple que ça se peut que j'allume aussi, tu sais. Pat, je connais assez Pat pour ça. Il était pas comme ça, là. Non. C'est ça que les gens doivent comprendre, tu sais. Il part d'une place que c'était pas ça du tout. Ça s'apprend. Ça s'apprend, puis ça s'assume au fil du temps. Puis aujourd'hui, il est capable d'en parler avec ses chums de gars, puis peut-être d'en inspirer d'autres, tu sais. Donc, pour la fin, qu'est-ce que tu aurais le goût de nous dire, nommer? Ben, moi, il y a un mot qui montait quand je vous écoutais, c'est responsabilité. Tu sais, t'en as parlé tout au long de la rencontre. Toi aussi, Geneviève, tu sais, c'est ce qui est le plus dur à faire. La notion la plus difficile chez l'être humain, encore aujourd'hui, c'est la notion de la responsabilité. Clairement. Pour moi, c'est ce qui a développé, mais ça passe par la connaissance de soi. Tu sais, ça passe par la prise de conscience, justement, de ce qu'on vit, de ce qu'on est, de ce qu'on porte. Tu sais, si je veux travailler sur l'autre pour qu'il change, tu sais, moi, j'étais en relation avec quelqu'un, là, j'ai fait la baie James, tu sais,
Bon, moi, j'ai construit Abby James dans cette relation-là. J'ai été obligé de la quitter après 10 ans parce que j'ai travaillé sur elle, tu sais. Ouais. Tu sais, mais elle avait ses limites, elle avait ses affaires, puis c'est comme je suis sorti de cette relation-là à un moment donné, mais je me suis regardé, j'ai tourné la caméra vers moi, puis je me suis dit, ouais, mais toi aussi, là, t'as des affaires. Ça demande d'authenticité, ça demande de la vérité, ça demande de l'honnêteté envers soi, d'admettre, tu sais, puis c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, oui, à l'autre, mais à soi avant tout. Tellement. C'est la liberté, hein, c'est la liberté qu'on acquiert. C'est la liberté qu'on acquiert, oui. J'aime ça, Normand, tellement. C'est la liberté qu'on va acquérir. Ça part de soi. Ben oui. Ça part de soi, puis tu sais, j'aimais ça vous entendre aussi avec ce que vous transmettez à vos enfants, tu sais. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que ça aussi, c'est un des beaux cadeaux qu'on peut transmettre à travers la connaissance de soi, la transmission de ce qu'on porte puis de ce qu'on devient comme personne. Ben, ça fait en sorte que nos enfants en bénéficient puis transmettent ça à leur génération. Tu sais, moi, c'est ça, c'est riche. D'être capable de voir quelqu'un parler de ses émotions aujourd'hui, ben, tu sais, c'est ce que je souhaite, tu sais, autant aux hommes qu'aux femmes, tu sais, d'être capable de trouver cette liberté relationnelle-là pour être bien, pour être mieux, pour être authentique, tu sais. Mais au prix, très souvent, d'assumer la peur de perdre, d'assumer la réaction de l'autre. L'autre, tu sais, si je m'amène avec mes affaires, l'autre, inévitablement, risque d'avoir une réaction. Mais c'est pas contre moi, mais moi, j'ai besoin de me sentir libre, d'exprimer ce que je porte en relation avec l'autre pour me sentir bien en relation. Je t'aime assez, puis je m'aime assez pour te dire ce que je vis, tu sais. Puis je m'aime assez peut-être pour aller chercher de l'aide pour justement me libérer de souffrances qui n'existent que dans le passé, mais qu'on porte encore aujourd'hui. Tu sais. Puis si vous vous dites à quel point j'ai besoin de travailler sur moi, ben regardez autour de vous. Tu sais, souvent les relations qu'on a sont un peu le reflet de notre intérieur puis des blessures qui ont besoin d'être guéries ou libérées. Tu sais, si c'est très conflictuel autour de vous, c'est peut-être un indicateur qu'il y a un travail à faire à l'intérieur de soi. Tu sais, ça peut pas être juste les autres. Vous comprenez? Il y a un déclencheur et que ça part de vous. Tu sais, libérez ça, les autres vous déclencheront beaucoup moins. Tu sais. Tellement. Juste en terminant, je veux juste faire juste avoir un petit regard sur la violence au volant. La colère qui est souvent exprimée au volant. Encore? Ça existe. Ben moi, c'est là que je vois mon chum s'allumer le plus. Puis quand il se fâche au volant, puis ça m'énerve bien gros, puis je dis, mais tu sais que l'autre dans sa voiture, il l'entend pas ta colère. Les seules personnes qui vivent ta colère, c'est moi ou les enfants en arrière. Tu sais? Fait que, puis là, il va dire, mais c'est les autres qui conduisent mal. Fait que là, on demande aux gens de se retourner vers soi. Ce serait quoi la solution à ça? Ben, tu sais, il y en a plusieurs, puis le stress en est un. Tu sais, les facteurs de stress, tu sais, c'en est un. Puis effectivement, on conduit pour les autres. Mais moi, je pense que si on met en place certains mécanismes de protection, parce que, tu sais, souvent, c'est qu'on a peur la personne va nous couper, fait qu'on a peur d'avoir un accident, on a peur, tu sais, on a les enfants dans l'auto, tu sais, mais en quelque part, le stress qu'on porte avant de partir, tu sais, je peux-tu partir un peu plus tôt? Je peux-tu choisir un autre chemin? Je suis obligé d'aller à Montréal à l'heure de pointe? Tu sais, il y a des affaires, puis c'est comme... il y avait un client, il écoutait du heavy metal dans son char, tu sais. C'était peut-être pas une bonne idée. Tu sais. Puis tu sais, moi, j'ai été victime de rage au volant je reste en campagne. En plus. Il y avait un troupeau de moutons qui t'a traversé dans pas le bon temps. Mais c'est niaiseux, mais moi, j'ai mis en place un mécanisme de protection parce que j'étais vraiment victime. Le gars, il a sorti son véhicule, il a couru vers moi. Ah oui. Vraiment quelqu'un qui était vraiment fortement enragé. Je me suis acheté une dashcam, moi. OK. Je me suis acheté une caméra pour mettre dans mon auto. Parce que le policier de l'ESQ m'a dit, écoute, Normand, c'est ta parole contre la sienne. S'il arrive quelque chose, c'est ta parole contre la sienne. Fait que ça m'a coûté 30$, puis j'ai une dashcam dans mon auto à cette heure. Mais tu sais, de se donner des mécanismes de protection, écouter une musique douce, partir plus tôt. Éviter d'être des conversations conflictuelles dans la voiture. Tu sais, des fois, c'est là qu'on en profite pour régler certaines choses. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est pas la place pour entreprendre une conversation conflictuelle.
quelque chose qu'on n'a pas réglé et qu'on voudrait régler, c'est pas la place. Écoute, c'était fort intéressant, puis j'espère qu'on a Tu inspiré. retiens quoi, Geneviève, de cette rencontre? Qu'est-ce que tu retiens? Puis les gens, je pose la question aux gens qui écoutent aussi. Qu'est-ce que tu retiens? D'être à l'écoute de soi Hum. et de se respecter. Tu sais, à partir du moment où tu prends soin de toi, on a tendance à beaucoup prendre soin des autres et très peu prendre soin de soi. Prends soin de toi. Pas juste de ton apparence physique puis de ta situation financière. Prends soin de ta situation émotionnelle. Prends soin de ce qui t'habite. Sois à l'écoute de toi. À partir du moment où tu fais ça, que tu reconnais et que tu oses nommer, je pense qu'il y a un grand pas vers la guérison qui se fait. Puis si c'est trop difficile de le faire pour l'instant avec la personne avec qui on vit depuis 15-20 ans, qui va peut-être être un peu déstabilisée par cette nouvelle ouverture-là, trouvez quelqu'un avec qui aller jaser. Tu sais, Normand, c'est une bonne personne, c'est un thérapeute d'expérience qui accompagne, qui accueille avec dans la bienveillance et sans jugement les gens. Robert aussi, tu peux aider les gens et à ma façon, en hypnothérapie aussi, je peux aider certaines personnes à comprendre certains schémas qu'ils ont à l'intérieur de lui, mais soyez bienveillants envers vous-même. Moi, je retiens la liberté. Ouais. Fait que quand je mets le projecteur sur moi, puis que je prends soin du malaise qui s'est éveillé en moi, puis je le partage le mieux que je peux avec la connaissance que j'ai. Je peux juste dire, là, présentement, je suis pas capable de mettre le mot juste sur l'émotion, mais au moins, je partage que je vis un malaise. Ouais. C'est pas agréable ce que je vis. Fait que là, je prends soin de ma liberté. C'est ça que je retiens dans cette rencontre. Fait que plus je prends soin de moi, plus rapidement que je mets le projecteur sur moi, puis que je parle de moi, puis que je me responsabilise, j'entretiens la liberté. Normand, en terminant, est-ce que tu retiens? Ben, moi, ce que je retiens, c'est... Tu peux le dire, Normand, hein? Tu peux le dire. C'est tout ce que Robert a dit. Tiens, je retiens beaucoup de choses. Je retiens, entre autres, comment la connaissance de soi est importante. Tu sais. Comment la responsabilité est importante pour en venir justement à trouver cette liberté-là. Mais tu sais, ce que je souhaite aux gens qui nous écoutent, c'est qu'ils récupèrent leur capacité d'affirmation à partir de leur colère. Et qui la déplacent pas ou qui la tournent pas contre eux, mais qui s'en servent pour s'affirmer, exprimer leurs besoins, exprimer leurs limites. Moi, c'est ça que je souhaite aux gens, tu sais. Puis, je sais pas si tu vas en parler, tu sais, Geneviève, mais je vais offrir mon livre numérique, tu sais, La colère, ça cher. Tu sais, c'est un cadeau que je vous offre, puis j'offre à tes auditeurs aussi, parce que je pense que c'est un outil qui peut leur aider justement à gérer leur colère. C'est un e-book, hein, c'est ça? Ouais, c'est un e-book. Puis ça, c'est pour les membres de Pas d'excuses. Donc, pour s'abonner, vous allez sur le site internet www.pasdexcuses.com. Ça coûte 6,99 par mois et à chaque épisode, on vous offre des outils. Et Normand a eu la générosité de nous offrir son e-book sur la colère. Puis tu sais, des fois, on se dit, ça me parle, mais je suis pas rendu à aller en thérapie. Ben, ça, c'est une façon de travailler sur soi, d'apprendre, de mieux comprendre les schémas. Puis peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, tu seras capable de faire un pas de plus. Puis peut-être que ça va être suffisant. Tu comprends? Fait que c'est un petit 6,99 bien investi. Puis si vous dites, ça ferait du bien à quelqu'un de mon entourage, ben, vous le laisserez traîner quelque part. Tu sais? Mais c'est ça, disponible, ça traîne. Là, je l'ai imprimé, puis ça traîne quelque chose sur mes tons. Ouais, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Normand. Les gens peuvent te joindre comment si on a besoin d'accompagnement de ta part? normandfaubert.com. Tous les détails sont là. Donc, consultation privée, mais y a-t-il d'autres formes de consultation? Ça peut être en groupe, ça peut-tu... Ben, en fait, je célèbre ma première année d'existence. Je suis fondateur d'une communauté qui s'appelle la Tribu au masculin. Parfait. C'est une tribu pour hommes où on favorise le développement personnel entre hommes. Fait que c'est quelque chose que je suis bien fier, puis j'invite s'il y a des hommes qui s'intéressent. Encore une fois, toutes les informations sont sur mon site internet. Fait que il y a ça qui existe également là. Et soyez abonnés à nos médias sociaux, Pas d'excuses. On est sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, disponible également sur YouTube gratuitement. Là, tu sais, je parlais des gens, on peut s'abonner pour obtenir les outils, mais l'écoute du podcast, elle est gratuite. Donc, ne vous gênez pas, puis on va vous transmettre l'information pour rejoindre Normand sur nos médias sociaux. Ça a été un immense plaisir de vous parler aujourd'hui, Normand. Je dis vous, je passe du vous au tu, là, mais... Les plus jeunes, on a compris. C'est exactement. Merci beaucoup, Normand, de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci d'être là pour l'homme et de l'aider dans ce qu'il vit, puis d'être un outil supplémentaire pour lui venir en aide.
Merci, mon beau garçon. Merci Geneviève, merci. Robert de cette invitation. Et je le disais tantôt, il y a une façon de se faire accompagner par Normand, mais Robert aussi t'accompagne des gens de différentes façons, que ce soit par des retraites, que ce soit par des conférences. Tu as écrit plusieurs livres, robertsavoie.com pour avoir plus de détails. Puis moi, en hypnothérapie, je suis capable de vous aider à faire un petit bout de chemin si ça vous parle. C'est genevièvehypnose.com. Je vous souhaite une belle journée. On salue les gens de l'Europe qui nous écoutent, les gens du Québec, peut-être d'ailleurs dans le monde. Gênez-vous pas pour nous envoyer vos commentaires par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@podexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.